c'est Olivier et Laureline. Bienvenue sur Tabibito, notre podcast qui vous fait voyager au Japon. Ici, nous vous emmenons à la découverte du pays du soleil levant et de sa culture à travers nos expériences de voyage. Tabibito, c'est aussi un podcast qui va à la rencontre de ceux qui y ont vécu ou qui s'y sont expatriés. Alors, partons maintenant ensemble à la découverte du pays du soleil levant. Bonjour Olivier. Salut Laureline. Bonjour à tous et à toutes. Et bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue dans notre épisode 18 de Tabibito, où aujourd'hui on vous parle d'un quartier de la grande capitale Tokyo, un quartier que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Yanaka. Donc le choix a été difficile parce qu'il y a énormément de choses à voir à Tokyo, mais on a choisi Yanaka parce que c'est un quartier vraiment populaire et surtout l'un de tes plus gros coups de cœur, Laureline, si je dis pas de bêtises. Oui, j'adore Yanaka. Alors moi, je vous avoue, cet épisode, autant l'épisode Matsuri, j'étais super excitée à l'idée de le faire, autant un épisode sur Tokyo. Voilà, si vous savez, Tokyo, c'est mon amour de jeunesse, un peu l'image fantasmée que j'ai du Japon. Du coup, j'ai peur de décevoir cette image, de décevoir Tokyo en faisant un épisode sur cette ville. Donc, on va se lancer aujourd'hui sur le quartier de Yanaka, qui est donc situé, pour vous aider, sur la ligne Yamanote entre la station Nishi-Nippori et le parc Ueno. Donc on est loin des gratte-ciel et de toute l'effervescence de la mégalopole tokyoïde, puisque c'est un quartier un peu plus résidentiel, avec des habitations un peu plus à taille humaine. Et puis c'est un quartier quand même qui est assez historique. Oui, c'est vrai que du coup, moi c'est ça qui m'avait marqué aussi quand j'étais allé, c'est que tu as l'impression d'arriver plutôt dans une petite ville de province et de sortir en fait, ce que tu disais, de la mégalopole, quoi. Si vous avez écouté notre épisode avec Yannick qui nous disait que voilà, Tokyo était constitué en fait de bulles, de mini-villes, on a un peu cette impression-là de rentrer dans une autre bulle de ce grand Tokyo en fait. Et après, c'est vrai que ce qui participe un peu à cette mise en ambiance, c'est le fait que le quartier il est resté préservé depuis quasiment l'époque Edo. Parce que c'est vrai que Tokyo, c'est quand même la ville de Godzilla, mais on comprend pourquoi, parce qu'en fait, elle a subi tellement de cataclysmes qu'il reste plus grand-chose en fait du Tokyo ancien. Et en termes de quartier résidentiel, il reste vraiment que Yanaka. C'est un quartier qui a échappé au grand incendie d'Edo de 1657, qui avait carrément quasiment brûlé toute la ville. Enfin, là, pour avoir vu des cartes, c'est assez impressionnant de se dire qu'il restait quasiment plus rien. Et qui a aussi échappé au grand tremblement de terre du Kanto de 1923, qui pareil a quasiment regrasé la ville une deuxième fois, et qui a aussi échappé au bombardement avec les bombes incendiaires de la Seconde Guerre mondiale. Donc tout ça mis bout à bout fait qu'on arrive à avoir finalement une architecture préservée et qui a aussi survécu à toute la bulle immobilière où on a rasé des habitations historiques pour faire des immeubles en béton à la place. Donc vraiment, cette impression de petit village. C'est un quartier qui a vraiment énormément de charme et qui est quand même pas mal touristique. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que la partie touristique, elle est sur, on va dire 300 mètres max. Et après, tout le monde reprend la Yamanote pour aller ailleurs. Parce qu'un des aspects les plus connus de Yanaka, Olivier, c'est toi qui vas en parler, il y a le cimetière et il y a aussi donc, Yanaka Ginza. Donc Ginza qui est en référence au quartier, vous savez, avec toutes les grandes marques où on dépense les gros sous. Donc Yanaka Ginza, c'est cette petite allée marchande qui est vraiment toute mignonne. Mais pour commencer notre visite aujourd'hui, on va commencer donc à la sortie de la station de Nippori. On va se diriger vers le cimetière de Yanaka. Et c'est toi qui l'as fait, Olivier, donc je vais te laisser nous en parler. Ouais, parce que du coup, on a eu une expérience un peu différente tous les deux de la visite du quartier. Moi, j'y suis vraiment allé en visite touriste. J'ai pas vraiment vécu dans le quartier, j'ai pas fait trop de shopping, j'ai pas mangé sur place, j'ai pas dormi non plus sur place. J'y suis allé un jour en revenant de Nikko. Donc en revenant de Nikko, on arrive à la station Ueno, et donc on est à 2 pas de Yanaka, et en fait, comme on arrivait à midi, on avait une demi-journée à passer. Et donc on l'a passé à Yanaka et c'était en pleine floraison des cerisiers. C'était sur un voyage, alors c'était pas mon premier voyage, c'était le 3e ou 4e voyage. Et j'avais envie d'avoir des beaux cerisiers
mais de pas avoir la foule du parc Ueno, alors qui est vraiment sympa à faire et qui est vraiment authentique, mais on est vraiment comme dans un métro avec les sacs à dos vraiment serrés, avec le plafond de cerisier. Mais c'est quand même, voilà, il y a de la foule, quoi. Ouais, bah c'est un classique spot de Hanami, quoi. Donc on a un peu l'impression que c'est tout le monde qui sont venus en même temps pour faire le Hanami ensemble. En fait, voilà, le Yanaka, en fait, le cimetière, il est assez original parce que, alors déjà, c'est pas glauque du tout comme un cimetière, comme l'image d'un cimetière européen qu'on peut avoir en tête. C'est vraiment un lieu déjà qui est vraiment ouvert sur la ville. Il y a plein de portes partout pour rentrer à l'intérieur. Il est immense parce qu'il fait 10 hectares. Ah ouais, quand même. Donc c'est vraiment, vraiment immense. Il y a plus de 7000 tombes. Et en fait, c'est un quartier, enfin, c'est un cimetière qui est très connu au Japon. Parce que ça a été l'un des premiers cimetières publics. En fait, avant, donc, on a eu l'époque Edo, ensuite à l'ouverture du Japon avec l'époque Meiji en 1868, il y a eu la séparation entre les rites bouddhistes et Shinto, où à l'époque, les Japonais ont voulu réinvestir un peu le Shinto comme religion officielle d'État. Et ils se sont dit, il faut redonner de la puissance au Shinto, et donc il faut qu'on réinstaure des funérailles Shinto, alors qu'avant c'était plutôt des funérailles bouddhistes. Sauf que, petit problème, tous les cimetières appartenaient aux moines bouddhistes. C'est con. Donc ils n'avaient pas d'emplacement pour enterrer les gens en Shinto. Donc en fait, ils ont fait une espèce d'expropriation, d'après ce que j'ai compris, d'un bout du temple Tennoji bouddhiste du quartier. Et en gros, ils lui ont siphonné tout un bout du terrain pour faire un cimetière public, qui est devenu le cimetière de Yanaka. D'accord. Et donc c'est comme ça en fait que finalement le cimetière est né, et d'où le côté un peu ouvert sur la ville avec des portes partout, et donc ces plantations de cerisiers qui sont immenses. Et contrairement à Ueno, ce qui était vraiment impressionnant, c'est que Ueno, les cerisiers sont pas très hauts et ça forme un plafond, ce qui fait qu'on a l'impression d'être dans un tunnel de pétales, alors qu'à Yanaka, les arbres en fait, comme il y a beaucoup d'espace sur 10 hectares, en fait ils se sont vraiment épanouis. C'est des arbres qui sont immenses et qui font plusieurs dizaines de mètres. Et on a l'impression d'être plutôt dans un tunnel vertical avec des cerisiers partout. Et il y a beaucoup, beaucoup de charme parce qu'on va avoir les branches qui vont passer au-dessus des tombes, les pétales qui vont un peu parsemer tout ça de couleur rose. Et on a aussi des belles vues sur les quartiers alentours, et dont la Tokyo Skytree, où tu peux faire de belles photos avec les cerisiers qui tombent et puis la Tokyo Skytree en fond. Vraiment génial. Et comme en fait le cimetière est ouvert sur la ville, il y a carrément une espèce de rue principale, mais qui est vraiment une rue. Donc il y a tous les gens du quartier qui passent parce que c'est sur leur trajet en fait. Donc tu as des gens qui vont au boulot en vélo, qui passent sous les cerisiers du cimetière, pendant que d'autres viennent fleurir la tombe d'un défunt. Et comme c'est un lieu de passage, finalement, c'est pas glauque du tout, c'est presque un parc pour les cerisiers comme les autres. Donc moi j'ai beaucoup aimé l'ambiance qui s'en dégageait, le côté vie quotidienne, Ouais. et puis la beauté des arbres, quoi, tout simplement, et le fait qu'il n'y a pas beaucoup voire pas du tout d'étrangers, parce que je pense qu'il y a un peu un blocage sur le fait que c'est un cimetière, donc les gens vont plutôt dans les parcs à cerisier et pas dans le cimetière. Mais vraiment, moi j'ai un souvenir incroyable de cette balade, et vraiment prochain Hanami, j'y vais. Ah bah, on l'entend, tu t'es émerveillé. Donc ça, voilà, c'était vraiment mon coup de cœur du quartier. Bah moi j'avais lu, pour compléter, juste finir sur cette note-là, en termes d'histoire, il y a dans ce cimetière la tombe de Tokugawa Yoshinobu, qui est le dernier shogun de l'ère Edo, avant bien sûr la révolution de Meiji. Donc voilà, si vous êtes un peu des fanats d'histoire, je pense qu'on vous a donné plein de choses à voir et chercher, juste sur cette petite partie. Lui, du coup, le shogun, je sais pas s'il s'est fait bananer ou pas, parce qu'il s'est fait enterrer sur un rite bouddhiste. Après, je sais pas s'ils ont passé le cimetière en Shinto et il a un peu perdu au change, le pauvre. Mais, J'aime bien le terme banané. On va le garder. En tout cas, moi, ma visite s'est terminée ici. Donc, je suis juste passé par Yanaka Ginza, mais pour rejoindre une station de métro, et je me suis pas arrêté. Donc là, moi, j'ai hâte d'avoir tes adresses, Laureline, parce qu'effectivement, comme c'est un quartier populaire et vivant, j'imagine qu'il y a énormément de choses à faire et qui sortent des sentiers battus. Alors pour le coup, oui, il y a énormément de choses à faire. Alors j'y avais fait un premier passage
faut absolument que je vous raconte une de mes premières nuits de sortie à Tokyo quand je suis arrivée en 2014. Ce sera juste après. Mais en fait, oui, Yanaka, il y a énormément de choses à faire. Donc, moi, je vous conseille, si vous êtes à Tokyo, parce que c'est un quartier qui est assez central, qui est sur la ligne Yamanote, donc c'est assez facile de rejoindre tous les points d'intérêt de la capitale. Donc, du coup, moi, j'ai même une adresse pour vous arrêter. J'avais beaucoup aimé donc l'annexe Katsutaro Ryokan, qui était vraiment très sympa. J'avais eu un très bon accueil de la dame qui avait adoré échanger quelques mots avec moi en français parce qu'elle connaissait quelques mots, donc elle était très contente. C'est un ryokan qui est situé en fait juste derrière Yanaka Ginza, donc qui est idéalement situé aussi. Donc moi, je vous conseille, si vous faites quelques nuits sur Tokyo, d'en faire quelques-unes dans ce quartier parce qu'il y a une ambiance vraiment incroyable. Vous allez en prendre plein les yeux à ne plus savoir où donner de la tête tellement il y a de choses à faire. Et au niveau tarif, du coup, c'est cher ou pas? Parce que ryokan à Tokyo, il y en a pas beaucoup. Alors, c'était une annexe. Du coup, j'étais quand même... j'étais dans une salle tatami, mais ça faisait quand même hôtel. C'était pas vraiment une auberge traditionnelle. Ça restait quand même accessible, même si c'est la gamme un peu au-delà de l'auberge de jeunesse classique, quoi. Puis j'étais en chambre individuelle. Correct, quoi. Budget moyen, enfin, pas besoin de casser sa tirelire. Et donc, pour vous parler de cette première nuit qui m'en a mis mais plein les yeux, imaginez-vous cette Laureline qui a 22 ans, qui pose les pieds au Japon parce que c'est son rêve. Ça faisait 8 ans qu'elle en rêvait, elle pose les pieds et donc elle a une amie qui d'ailleurs s'appelle aussi Laureline, que je lui fais coucou d'ailleurs, qui m'a emmenée avec toute sa troupe d'amis du côté de Yanaka pour aller faire une expérience dans un restaurant turc et persan. D'accord. Voilà, donc on n'est pas sur du Japon traditionnel, vous en conviendrez, mais franchement, c'est une expérience absolument incroyable. Et en fait, le propriétaire, c'est un personnage en fait quasi public du quartier, et vraiment, c'était une épopée. C'était trop bien. Donc quand vous entrez, vous avez au plafond toutes ces lanternes, tu sais, en mosaïque. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont aussi un atelier où vous pouvez créer votre propre lanterne mosaïque. Donc vous en avez mais des centaines au plafond. Et il n'y a pas de table. Vous vous asseyez, je pense, comme traditionnellement en Turquie ou en Perse, sur des tapis. Donc il y a même le sol, vous avez des petits coussins. Et le dîner, il est servi sur une sorte de longue planche en bois. C'est des tapas et tout. On s'était régalé, le meilleur kebab de ma vie. Voilà, donc même pour bouffer, c'est une super expérience. Et là, en fait, au milieu du repas, vous avez les lumières qui se tamisent. Et là, on a une danseuse du ventre qui arrive et qui se met au milieu de la place et qui commence à danser comme ça. Tu dis, c'est cool, il y a un spectacle. Sauf que ça s'arrête pas là. Moi, ce que je savais pas, c'est qu'elle allait me traîner au milieu de la piste pour danser. J'étais la première qu'elle a chopée. Et donc après, elle a pris plusieurs personnes du public pour danser. Donc on avait les écharpes avec les petites piécettes comme ça pour danser du ventre. Donc ouais, non, vraiment une super ambiance. En plus, comme vous êtes à côté de plein d'autres groupes qui sont venus, ça fait vraiment une super ambiance. Tu commences à échanger avec la table d'à côté, enfin la table, avec ceux qui sont assis à côté de toi. Et une fois que le spectacle est fini, comme vous avez sympathisé sur la piste de danse, vous continuez à échanger, à manger ensemble. Donc vraiment une expérience incroyable. Donc ça s'appelle Zakuro. C'est juste à l'entrée de Yanaka Ginza. Donc, ouais, c'est une de mes premières nuits. Donc, voilà, c'est pas du tout japonais, mais ça permet de faire des connaissances avec les gens du coin, quoi. Et puis de vivre aussi un peu ce que tu disais, l'ambiance du quartier, le côté hyper convivial, où les gens se connaissent, enfin, un quartier à taille humaine. Ouais, franchement, voilà, c'est une expérience que je vous recommande de faire avec des amis parce qu'on en avait énormément profité. Et pour revenir, après toute cette folie turque-persane sur le quartier de Yanaka, moi, ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est que vous arrivez un peu en hauteur. Donc, vous avez les escaliers pour rejoindre Yanaka Ginza. Vous avez une sorte de grande porte, comme pour Ame Yokocho. En fait, vous avez cette grande porte en métal avec le nom de la rue qui est affiché. Et quand vous rentrez dans cette rue, vous avez... plein de boutiques qui sont accolées les unes aux autres et ça peut être de tout. Vous avez des boutiques pour manger des bonbons, pour manger des onigiri. Tout au fond, en fait, pour revenir sur ce quartier populaire, vous avez un marchand de bento, des boutiques de souvenirs, des boutiques de gris-gris, de tout et de rien. Vous pouvez passer, je pense, plusieurs heures. Si vous êtes fan de vaisselle, il y a des boutiques de vaisselle de seconde main. Pareil,
J'ai essayé de pas y aller parce que sinon, je rentrais avec la boutique. Et du coup, de mémoire aussi, les prix étaient... Enfin, moi, je suis juste passé en traçant, mais de mémoire, c'était vachement plus accessible que ce que tu pouvais trouver dans d'autres quartiers. Ah oui, pour le coup, voilà, le bento, il a quelques centaines de yens, quoi. Ouais, voilà, c'était vraiment pas cher. Et du coup, dans toute cette cargaison de boutiques posées les unes à côté des autres, est-ce que tu as retenu des adresses à nous partager sur les souvenirs, justement est-ce que, voilà. Où est-ce qu'il faut s'arrêter? Alors, une petite adresse, c'est très sympa pour boire du thé et avoir un petit dessert à la japonaise. Moi, j'avais pris un thé matcha avec des dango. Ah, ça, c'est bien, ça. Ça s'appelle Yanaka Kensindo. Alors, c'est quelques pas après, quelques centaines de mètres après Zakuro, d'ailleurs. Et la boutique, en fait, faut passer par un escalier puisqu'elle est à l'étage. Et en fait, ça fait juste c'est un tout petit espace, en fait, où les gens s'asseyent au bar avec vue sur la rue. Donc, vous avez vraiment un petit espace sympa avec une vue un peu pittoresque du quartier, avec votre petit dessert, votre petit matcha qui était très bien servi. Le propriétaire était très sympa, très accueillant et vous pouvez, moi je m'y étais acheté des boucles d'oreilles en bois en fait par un artisan de Tokyo. Vous pouvez vous acheter plein de petits souvenirs qui ont été faits en fait par des artisans. Donc voilà, une très bonne adresse. J'avais passé un très beau moment. J'étais toute seule, donc en plus voilà, il y avait pas grand monde. Je pouvais juste profiter de l'espace et de la vue. Donc parfait pour une petite pause en journée. Voilà. Yanaka Ginza, c'est aussi la rue des 7 chats porte-bonheur, donc des 7 manekineko. Vous en avez de toutes les tailles qui sont donc posés donc, justement à l'entrée des boutiques. Vous avez des chats, mais sur les toits, donc il faut les guetter aussi. Et ce qui est sympa, ce que j'aime beaucoup dans cette rue, c'est que vous avez énormément de couleurs, vous avez des enseignes de toutes les formes et de toutes les tailles. Quand vous arrivez, vous avez un magasin Goto no Ame, qui est un magasin de bonbons traditionnels avec des sortes de gros stickers noirs et blancs sur sa façade. Vous avez une boutique aussi qui vend, alors si je me souviens bien, tout ce qui est en rapport au kabuki, au vieux Tokyo. Le traditionnel. Voilà, donc ça fait un peu époque Taisho pour s'acheter des petites cartes postales, pour envoyer à vos amis et à votre famille. Vous avez des cartes postales vraiment très sympas aussi. Là, finalement, en fait, en te réécoutant, maintenant ça me revient, c'est vraiment le côté charme. Quand on dit la rue a du charme, en fait, c'est vraiment un charme vintage. Oui. Parce que ce que tu disais, c'est que c'est vraiment des mélanges de périodes successives du Japon qui ont persisté, qui ont coexisté. Tout ça mélangé avec voilà, les enseignes traditionnelles. Et c'est ça qui est charmant en fait. C'est le fait que tu as cette trace du passé qui continue à vivre avec des gens qui continuent à faire vivre ça. Et en fait, ça se passe mais sur 300 mètres. Donc après, si vous sortez un peu dans les rues annexes, vous arrivez sur des restaurants, mais presque cachés parce que tout le monde reste sur la rue principale. Il y en a un dont je voudrais vous parler qui s'appelle Chihiro. Je vous conseille d'y aller si vous vous sentez confortable parce qu'on sent que c'est un restaurant local. Le menu est tout en japonais, donc ça peut être intimidant. Si vous sentez d'y aller, franchement, c'est une adresse que je vous recommande. C'est un restaurant de soba. Ce que j'avais beaucoup aimé, c'est que ça fait, en fait, quand on rentre, ça fait un peu vieux bar. C'est tout en bois. Et en fait, il y a 3 tables sur un mur. Et les clients comme moi qui viennent seuls, ils sont attablés à un bar. Et le bar, il est en U. Et donc, la personne qui vous sert, en fait, elle a accès à la cuisine depuis ce bar. Donc, vous la voyez rentrer et sortir par des norennes, en fait. Et elle vient et elle vous sert depuis le bar. Donc, une adresse vraiment sympa. J'avais bien mangé. Et puis, forcément, je détonnais un peu. Et c'est pas pour autant où tu t'es senti un peu à part. Parce que c'est vrai que quand on est étranger, quand on voit un restaurant avec le menu affiché sur des petites bandettes juste en kanji sur les murs, des fois tu peux avoir un peu une crainte en disant je pousse pas les portes parce que déjà je vais pas savoir ce que je mange. Il n'y a pas de menu anglais. Et puis de deux, est-ce qu'on va pas me regarder bizarrement au motif que le quartier reste quand même touristique mais qu'il n'est pas ouvert aux touristes en ne traduisant pas en anglais. Et finalement, est-ce que je vais pas faire tâche dans le décor ou gêner les habitués? Tout est une question d'attitude. Et puis en plus, moi, je voyage seule, donc je suis rentrée toute seule. Donc c'est moins impressionnant que si vous venez à 4 ou 5, par exemple. C'est sûr. Voilà, donc c'est une adresse un peu plus intime si vous venez à 2-3. Il faut aussi savoir accepter le refus, pas forcément le prendre pour soi.
Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est pas forcément un rejet de l'étranger, c'est aussi que vous les intimidez aussi. Vous venez à 5, vous pouvez pas vous comprendre parce que eux ne parlent pas anglais, vous parlez pas japonais. Donc c'est l'idée aussi de pas pouvoir vous recevoir convenablement et de faire des erreurs sur ce qui vont vous servir, sur ce que vous voulez. Donc voilà, c'est pour ça, je vous recommande, si vous vous sentez confortable dans ce genre d'atmosphère et que vous êtes en petit groupe. En tout cas, comme tu dis, avec un bon état d'esprit, il n'y a pas de raison Voilà. que ça se passe mal. Et au contraire, c'est justement un resto de quartier, une cantine des locaux, quoi. Donc ça peut aussi... Voilà, ça peut être un bon moyen de se déconnecter aussi un peu de la folie de la rue principale et de manger des soba, parce que moi j'adore les soba, surtout froides. Donc c'était un lieu très sympa. Et puis forcément, en fait, vous avez le menu où vous avez les photos. Ah, donc ça permet de s'en sortir quand même. Ça permet de s'en sortir quand même. Et il suffit de demander donc à l'hôte sa recommandation. Donc ça, en japonais, on dit osusume. Et puis en général, ils vous servent le plat le plus populaire, en fait. C'est le plat signature du resto, quoi. C'est voilà. Ce qu'il fait connaître. Exactement. Bon, par contre, je commence à être un petit peu déçu, Laureline, je t'avoue quand même, parce que là, on parle de charme, de boutiques. Je dois avoir 5 ou 6 boutiques listées dans ma liste, qu'il faut que je mette d'ailleurs sur la carte, qu'on mettra dans les descriptifs du podcast, comme d'habitude. Mais il me manque quand même quelque chose, un coffee shop. Je serais très déçu de ne pas avoir de coffee shop dans ce quartier, quand même. Alors, moi, j'en ai un. Ah, bah voilà, quand même. D'ailleurs, j'en ai même 2. Il y en a le premier, à mon deuxième passage en 2019, où j'ai passé quasiment tous mes midis, donc ils commençaient à me connaître sur une semaine, qui s'appelle Cibi, C-I-B-I. Et alors celui-là, il est dans la rue, en fait, perpendiculaire à Yanaka Ginza. Et donc, il faut descendre quand même pas mal. Et alors là, vous tombez... parce que autant... Yanaka Ginza, c'est populaire, mais c'est touristique, donc il y a une sorte d'ébullition permanente dans la rue, sauf quand vous arrivez un peu plus tard en fin d'après-midi. Mais cette rue-là, elle est vraiment que résidentielle. Donc vous avez un peu plus cette vie un peu plus tranquille, avec toutes ces façades un peu de charme. Si vous aimez la photo et les vieux quartiers, vous allez adorer. Moi, à chaque fois, ça me fait repenser aux peintures de Iriya Paris. C'est celle que... Oui. Ce charme un peu du vieux Tokyo, du vieux Japon. Et quand vous poussez un peu plus loin, donc vous avez Cibi, qui est en fait un entrepôt qui a été rénové en coffee shop. Ça fait très moderne, ça fait style un peu Japon industriel en termes d'ambiance. Vous y mangez très bien, ils ont du très bon thé. Bon, par contre, j'ai un peu moins aimé le café parce que je suis habituée au café, ce que nous, on appelle un peu scandinave, donc avec une torréfaction légère à médium. Et les Japonais sont plus amateurs de torréfaction un peu plus noire, un peu plus poussée. Mais voilà, c'est un très bon coin pour manger, pour boire. Et en fait, ils ont aussi une petite boutique annexe, donc... Et le deuxième coffee shop, est-ce que tu recommandes pour le café? Ce serait pas mal quand même. Ça, j'en ai pas. Le deuxième que je voulais vous recommander, c'est un que je n'ai pas fait. Je pense que c'est coffee shop, restaurant. Et en fait, ça s'appelle Hagiso. Et c'est un espace qui a été créé par un architecte japonais qui voulait un peu redonner du sens à la préservation des bâtiments au Japon. Parce que comme vous le savez, les maisons sont censées être détruites pour être remises aux normes. Beaucoup, en fait, sont trop vieilles pour être juste restaurées. Donc, en général, la solution la plus simple et la plus économique, c'est de raser et de reconstruire. Sauf que pour un architecte qui a voyagé comme ce monsieur qui a créé Hagiso, c'est un peu dommage quand on voit par exemple Paris, où tous les ans on y va, vous avez toujours ces gros bâtiments de pierre qui existent et qui sont intemporels. Donc en fait, lui, il voulait créer à travers Hagiso un peu cette idée de fierté du bâtiment et de préservation et de rénovation. Justement, que mettre l'argent dans une rénovation, ça peut être tout aussi intéressant pour la communauté et pour la ville. Donc c'est un espace un peu d'expérimentation architecte. Donc c'est un restaurant, c'est une galerie. Apparemment, c'était aussi un salon de coiffure. Donc voilà, c'est moi ce que j'aime beaucoup dans ce concept, c'était l'idée justement de travailler au fait autour de la communauté pour proposer un espace qui puisse être conservé et qui reste un peu intemporel aussi. D'ailleurs, il y a un très bel article dans le Gokkan spécial Tokyo qui a interviewé cet architecte, interview qui est donc faite par Evencia Moro et qui
vous dit en fait en mieux tout ce que je viens de vous dire sur Hagiso. Bon, en tout cas, c'est une belle synthèse pour finir cet épisode, ce lieu, parce que c'est vraiment tout le côté communautaire et local qu'on retrouve dans le quartier. Et puis l'idée aussi finalement d'essayer un peu de figer dans le temps tous ces bâtiments et cette ambiance pour que ça puisse aussi bénéficier aux générations futures et qu'on garde ce petit coin de Tokyo comme une petite bulle à part qui garde son identité. Et bien en tout cas, moi ça me donne envie maintenant de retourner dans cette petite rue Yanaka et puis de poser les chaussures de rando et vraiment de prendre une grosse demi-journée à flâner et à boire des cafés, des thés, à acheter plein de babioles pour la famille au retour. En tout cas, voilà, comme d'habitude, on va vous noter tout ça dans la carte en description pour que vous retrouviez tous ces lieux. On espère que vous aurez l'occasion bientôt de fouler les ruelles du quartier, même si les annonces tardent encore à arriver pour l'ouverture. Ça commence un peu à poindre, donc on y commence à avoir un petit espoir pour 2023. Et puis en attendant, il reste la section coup de cœur pour continuer à voyager depuis chez nous. C'est parti, jingle. Jingle. Et nous revoici donc dans cette section coup de cœur. Et donc comme c'est moi qui ai bien blablaté sur cet épisode encore une fois, je vais te laisser Olivier commencer par nous donner ton coup de cœur pour ce mois-ci. Alors ce mois-ci, mon coup de cœur, c'est une télé-réalité sur Netflix avec des enfants. Donc dit comme ça, vous avez envie de couper le podcast et de partir en vous enfuyant en courant. Alors non, c'est pas du tout un truc glauque ou voyeurisme à fond. Le concept est absolument génial. En fait, c'est des familles japonaises qui contactent les producteurs de l'émission. Et donc sur un format de 10 à 15 minutes, le concept c'est d'envoyer un petit enfant de la famille faire des commissions tout seul. Donc ça peut être plein de choses, ça peut être aller à la poissonnerie acheter des poissons, redonner la veste au papa qui l'a oublié en allant au travail, mettre une fleur au petit Jizo dans la rue et puis acheter 3 mochis sur la route du retour. Enfin des fois c'est des trucs qui sont assez dingues, surtout qu'en fait à chaque fois les enfants sélectionnés ont en moyenne entre 3 et 4 ans. Donc c'est vraiment des tout petits bouts de chou. C'est ultra mignon à regarder. En fait, c'est à la fois drôle et terrifiant parce que, en fait, on a peur en se disant mais purée, mais le gamin il a 3 ans, il doit traverser une 2x2 voies avec un petit drapeau que sa mère lui a tricoté, mais il va se faire dégommer le gamin, il va jamais rentrer quoi. Et donc en fait, on a à la fois peur pour les enfants en se disant mais ils vont jamais y arriver. Enfin, même moi, je me serais jamais vu faire ça à 3 ou 4 ans, même à 8 ans, je l'aurais pas fait. Donc la confiance que les parents ont dans les enfants, c'est assez fou. Et puis vraiment drôle de voir en fait finalement cette épopée à travers le regard complètement naïf d'un petit enfant japonais. Enfin voilà, c'est très léger, c'est hyper positif, très attendrissant. Comme c'est un format court de 10 à 15 minutes, ça permet vraiment de passer un petit moment, de couper sans s'embarquer dans une série trop longue. Alors les enfants sont pas tout seuls non plus, c'est-à-dire qu'il y a une armée de caméramans autour qui sont habillés un peu comme des passants lambda. Donc voilà, il n'y a pas de risque non plus de sécurité pour les petits bouts. Voilà, vraiment, moi c'est quelque chose que j'ai adoré. Donc il y a un épisode de mémoire, c'est l'épisode 4 ou 5, où en fait c'est un petit garçon qui doit aller au temple avec sa meilleure amie d'école pour acheter un omamori, rentrer sur le retour en achetant des dango. Et en fait, les deux gamins, ils ont tout fait en courant comme des malades pendant tout l'épisode. Et en fait, tous les caméramans n'en pouvaient plus à porter les caméras. Et il y a des plans énormes où tu vois les deux petits dans la rue et une armée de caméramans qui courent derrière pour essayer de les choper pour avoir des plans. Voilà, donc c'est vraiment une série que je vous recommande. Pas du tout voyeuriste, vraiment attendrissante et qui est très nouvelle dans tout ce qu'on peut voir sur le Japon. Donc vraiment, allez-y les yeux fermés. Et du coup, toi, Laureline, qu'est-ce que tu nous as choisi ? Alors moi, je vais continuer un peu sur la vibe dans laquelle on s'est lancé sur Yanaka en vous parlant d'un livre de photographie qui s'appelle Tokyo no Ie, donc les maisons de Tokyo, qui a été préparé. Donc les photos sont de Jérémy Souterra, qui est un Français expatrié à Tokyo, et
forcément, ce sont des photos du Tokyo résidentiel. Donc on est loin, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce coup de cœur que j'avais eu pour un autre livre de photos de Tokyo, donc Tokyo de Liam Wong, où on était dans un Tokyo futuriste, la mégalopole avec les couleurs un peu à la Blade Runner. Là, on est plutôt dans le Tokyo plan-plan. Et moi, ce que j'adore, c'est justement ce contraste, en fait. C'est que ces deux images de Tokyo ne s'excluent pas. Les deux existent et elles existent en même temps. Mais dans celui donc de Jérémy Souterra, ce qui me plaisait justement, c'est que non seulement il prend donc des photos de maisons d'architectes en fait dans les quartiers résidentiels de Tokyo, mais c'est qu'en plus il y a des petites scènes de vie, donc ça peut être juste quelqu'un qui porte un carton, une maman qui emmène un enfant justement quelque part sur le chemin de l'école ou ailleurs. Et moi ça me rappelle un peu, parce que comme j'ai vécu à Tokyo dans un quartier résidentiel, ça me rappelle un peu ce moment-là d'émerveillement de la vie de tous les jours. Donc c'est un gros coup de cœur parce que moi ça me rappelle énormément de nostalgie et ça vous montre un Tokyo aussi qui est loin de ce qu'on peut s'imaginer, de toutes les images qu'on nous envoie et de tout ce qu'on nous promeut sur Tokyo et ce rêve fantasmé qui existe mais pas au même endroit. Et le plus de ce livre que j'adore, c'est qu'enfin c'est un livre en format paysage, donc on n'a pas besoin de ouvrir et de torturer le livre pour voir ce qui se cache au milieu, puisque la photo est en fait sur une feuille et en grand format. Donc voilà. Ah, du coup, t'as pas la pliure moche qui vient te bousiller ta photo. Voilà, donc c'est un gros coup de cœur. Je ne peux m'empêcher de le feuilleter dès que j'ai 5 minutes et que j'ai envie d'une petite bulle d'espoir en venance du Japon. Donc voilà, je vous recommande ce livre Tokyo no Ie de Jérémy Souterra. Eh ben top, eh bien en terminant et en parlant des coups de cœur, on vous rappelle qu'on aimerait bien recevoir des petits cœurs aussi sur Spotify et Apple Podcast pour nous aider à remonter dans les classements des plateformes. Donc surtout, n'hésitez pas à nous noter une petite appréciation, ça nous permet de gagner en visibilité, c'est pas grand chose et ça nous fait toujours plaisir quand on voit les commentaires. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser directement sur notre compte Instagram à podcast.tabibito. On est aussi dispo donc par mail à podcast.tabibito@gmail.com. Encore merci à vous tous et toutes qui nous écoutez, merci de votre fidélité et on se dit donc au mois prochain pour de nouvelles aventures au Japon. À très bientôt. À très bientôt.